Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute. Déjà, merci de nous recevoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots Tout à fait. Je m'appelle Marie Leblanc-Margerie, j'ai 33 ans. Ça fait 3 ans que je travaille chez Léa Nature à La Rochelle. Et j'ai un parcours en chef de groupe marketing développement. Et j'ai un parcours assez classique de prépa HEC, école de commerce et passage par quelques grands groupes et plus ou moins grands groupes en région parisienne et arrivé à La Rochelle il y a 3 ans. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous présenter le groupe Léa Nature, s'il vous plaît ? Le groupe Léa Nature, c'est déjà, avant d'être un groupe, c'est vraiment une entreprise familiale et indépendante qui conçoit et fabrique des produits bio et naturels qui sont bénéfiques pour la santé de l'homme et de la nature dans 4 domaines principaux, l'alimentaire, la santé, l'hygiène beauté et le soin de la maison. Voilà, en très synthétique, l'entreprise Léa Nature. Parfait. Pourriez-vous nous expliquer le choix du nom de cette entreprise, justement ? Oui, en fait, c'est pas le prénom Léa, c'est LEA qui veut dire laboratoire d'équilibre alimentaire, puisque notre fondateur PDG, Charles Loboukov, est persuadé que on peut être équilibre. Enfin, l'équilibre passe par évidemment ce qu'on mange, et donc les premiers produits du laboratoire Léa, c'était les compléments alimentaires. Donc les gélules d'huile d'onagre, de bourrache, et ensuite on s'est étendu sur les infusions, etc. Mais voilà, ça veut dire laboratoire d'équilibre alimentaire. D'accord. Quelles sont les différentes catégories de produits que vous proposez ? Alors, on propose donc 4 grosses catégories de produits, l'alimentaire et la santé, qui représentent 72% de notre chiffre d'affaires. Et ensuite, les 28% restants, c'est les cosmétiques et les soins de la maison. On est présent sur l'ensemble des canaux de distribution, donc c'est-à-dire à la fois la GMS, les grandes et moyennes surfaces, avec des marques dédiées, et aussi les réseaux spécialisés, donc c'est les magasins bio et les parapharmacies, avec d'autres marques sur ces mêmes catégories, donc alimentaires, compléments alimentaires, cosmétiques et soins de la maison. D'accord, parfait. Quelle est la principale stratégie pour vous différencier sur ces différents marchés, Alors en fait, on a été pionniers. Pendant des années, il n'y avait pas vraiment de concurrence, donc on n'avait pas le besoin de se différencier, puisqu'en fait, on était quasiment les seuls, et donc on touchait des acheteurs qui étaient vraiment concernés par les produits bio et naturels. Et puis là, c'est vrai que sur ces dernières années, il y a une sorte d'embouteillage. Il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent, notamment les grands groupes conventionnels, qui se lancent sur du bio un peu par opportunisme. Quand chez Léa Nature, c'est vrai que c'est vraiment au fondement de notre... c'est dans l'ADN, en fait, de la marque de lancer des produits bio et nat. On n'a pas attendu que ça soit à la mode et que la RSE devienne un truc un peu tendance pour le faire. Donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de garder cette longueur d'avance, faire comprendre aux consommateurs que tous les produits bio sur le marché ne se valent pas, et garder cette notion de RSE qui est vraiment au centre de ce qu'on fait. Et en fait, c'est tellement au centre de ce qu'on fait que Léa Nature est devenue une entreprise à mission en 2019. Donc en fait, le côté faire des produits bio, bons pour la planète, bons pour l'humain, c'était vraiment notre objectif, la raison d'être de la boîte. Et en fait, en 2019, la loi Pacte nous a permis de l'inscrire dans nos statuts. C'était une évidence. Ça officialisait ce qu'on faisait déjà. Et maintenant, c'est juste qu'on est obligé par nos statuts, par cette mission-là, environnementale, de développer des produits qui sont bons pour l'humain et sans mettre en péril la biodiversité. On est audité par Ernst & Young qui vérifie que nos engagements sont vraiment suivis de... Ce ne sont pas juste des engagements, mais c'est suivi de faits dans la réalité. Et notamment, il y a 2 piliers de notre plan d'engagement RSE qui, moi, ont un impact important dans mon métier. C'est de proposer des produits sains, respectueux de la santé et de l'homme. Et en fait, là-dessus, on a des chartes qui sont plus exigeantes que ce que le label bio nous demande, notamment en cosmétique. Et par exemple, aujourd'hui, le label bio autorise dans les produits, dans les douches bio, dans les gels douche bio, par exemple, d'avoir des sulfates. Sauf qu'en fait, les sulfates, c'est pas super bien pour l'environnement. Donc, chez Léa Nature, on se dit qu'on les retire. Alors que c'est pas du tout une obligation, on pourrait les laisser.
L'huile de palme est pareil, ça a un impact hyper négatif sur la déforestation, donc on passe avec d'autres alternatives qui sont plus chères, mais c'est un choix de l'entreprise. On se dit le cahier bio, évidemment, le cahier des charges bio, évidemment on le respecte, mais on va plus loin, on s'impose d'être encore plus vertueux que ce qu'on nous oblige à être. Et il y a un deuxième axe de notre plan d'engagement RSE qui est important dans mon métier, c'est la partie limiter notre impact sur le climat, avec tout ce qui est éco-conception des emballages, où en fait on essaye de limiter au maximum le plastique vierge et fossile. On essaye de passer par du plastique végétal qui est à base de canne à sucre. Donc c'est une nouvelle matière qui permet de faire du plastique issu pas de la pétrochimie. On essaye de lancer des produits le plus possible sans suremballage. Donc quand on vient de lancer par exemple des déodorants solides dans des pots en verre 50 ml et on n'a pas mis d'étui carton par-dessus. Donc c'est des petits gestes, mais au final, ça fait économiser beaucoup de carton, beaucoup de déchets. Donc on essaye toujours d'être dans cette logique de vertueuse, d'utiliser le moins de plastique et le moins de matériaux possible pour mettre plutôt notre énergie au service du produit et de la formule. D'accord, merci. Comment est composée votre clientèle ? Alors notre clientèle, elle est très large, parce que ce que j'ai oublié de vous préciser dans la présentation du groupe, c'est que Charles Kloboukov, le PDG, a toujours eu comme ambition de s'adresser à une cible très large, que ça soit accessible au plus grand nombre, que ce soit pour les marques GMS ou les marques vendues en réseau spécialisé. Donc on est sur des niveaux de prix, même si en RS on est un peu plus cher que la GMS. On est sur des niveaux de prix tout à fait acceptables et on est, un gel douche en RS, ça va coûter une dizaine d'euros au litre. Donc on est quand même bien moins cher que ce qu'on peut trouver, que nos concurrents directs, que ce soit bio ou conventionnel. Donc en fait, on a des cibles hyper larges et nos consommateurs sont des hommes, des femmes, des foyers avec enfants, sans enfants. On est surreprésenté dans la partie ouest de la France, mais c'est aussi lié à l'implantation historique du bio, ainsi que le bassin région parisienne. Mais on est vraiment présent sur toute la France, toutes les catégories socio-professionnelles, des hommes, des femmes, le bio pour tous. Ok. Pourriez-vous nous parler des valeurs et des engagements de Léa Nature ? Alors les valeurs, on en a une dizaine et on a 4 engagements que sont l'esprit pionnier, la responsabilité, l'engagement nature et la solidarité. Mais c'est vraiment le plan d'engagement RSE et la partie entreprise à mission qui nous anime. Voilà, par exemple, dans l'entreprise à mission, on avait un engagement de mesurer et de limiter l'impact de nos activités sur le climat par les actions suivantes. Développement du sourcing et des filières bio locales, construction d'unités de production bio en France, optimisation de nos consommations énergétiques et optimisation des modes de transport et des flux. C'est un peu barbare, mais en gros, ça veut dire qu'à chaque étape de développement du produit, on s'efforce d'être plus vertueux. Et donc, par exemple, sur le développement du sourcing et des filières bio locales, l'année dernière, on a lancé une gamme sur SoBioéthique, soins du visage à base de yuzu. Et le yuzu, on l'a sourcé en France. On aurait pu aller le sourcer plus loin, ça nous aurait coûté moins cher, mais on a fait le pari de le sourcer en France de manière la plus locale possible pour essayer de faire vivre un tissu d'acteurs locaux, français, pour alimenter un cercle vertueux. La construction d'unités de production bio en France, vous avez pu voir notre usine en face, donc c'est une usine qui est à la pointe de la techno sur pas mal d'éléments, qui se veut vertueuse aussi sur la partie éco-conception. On a des énergies des lumières à basse énergie. On a une partie de traitement des eaux pour éviter de rejeter des eaux qui ont été polluées. Donc vraiment, on est dans le petit détail qui va faire qu'on va être plus vertueux. L'optimisation des modes de transport et des flux, c'est un détail, mais on utilise des camions à double plancher. Donc, c'est-à-dire qu'on met une première palette, et ensuite on met un plancher, et on met une deuxième palette. Ce qui permet en fait d'avoir 2 palettes empilées et de faire rouler moins de camions. Donc, moins d'essence, moins de gaz à effet de serre, plus vertueux. Vous vous décrivez comme un village de PME bio, familiale et indépendante. Comment renouvelez-vous votre offre et réussissez-vous à innover ? Alors, on est un village de PME. En gros, ça veut dire on a agrégé, au fur et à mesure de l'existence de Léa Nature, des entreprises qui ont les mêmes envies que nous, d'avoir une bio
engagé et plus responsable. Et donc, ça nous permet d'agréger des savoir-faire, d'en faire bénéficier l'entièreté du groupe Léa Nature et d'essayer de tout le temps se challenger pour avoir les meilleures offres et les meilleures réponses aux attentes des consommateurs. Donc maintenant, pour parler un peu de votre métier, vous êtes chef de groupe hygiène. Est-ce que vous pourriez nous parler des marques et des types de produits dont vous êtes responsable ? Tout à fait. Je suis responsable des catégories donc hygiène, vous venez de le dire. Donc c'est les gels douche, les déodorants, les produits pour bébés et les savons. Sur l'intégralité des marques cosmétiques Léa Nature, donc j'ai 3 marques en GMS, Sobioéthique, I Love Bio et Florescence, et 3 marques en réseau spécialisé, Eau Thermale Jonzac, Natessence et Douce Nature. En GMS, Sobio, c'est vraiment une marque qu'on veut positionner comme la seule alternative bio qui soit aussi efficace et sensorielle qu'une marque conventionnelle, mais en plus, elle est bio et elle est éthique. Donc voilà, pendant des années, le bio a souffert d'une image un peu dégradée sur ces items de sensorialité, d'efficacité, où les gens nous disaient les crèmes bio, c'est quand même pas super, les textures sont pas foufou, les parfums donnent pas envie. Et en fait, on a fait d'énormes progrès, l'entièreté des intervenants de la bio, et évidemment Léa Nature. Et aujourd'hui, en 2019, on n'a pas honte de dire qu'on est au niveau et on veut vraiment accélérer sur cette partie sensorialité, efficacité, pour être aussi bien qu'une marque, qu'un équivalent conventionnel. Donc Sobio, c'est vraiment cet aspect-là. Et c'est une marque aussi qui se veut rassurante, safe, clean dans ses compositions. Donc sur nos packaging, il y a un gros 0% et en fait, il y a toute la liste des ingrédients suspectés nocifs ou controversés qu'on a enlevés, donc le parabène, l'huile de palme, le sulfate. Ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur le cahier des charges. Donc on inscrit ce qu'on a enlevé pour rassurer le consommateur sur le fait qu'il a dans ses mains un produit qui est super clean. Et même, on va plus loin, puisque derrière le packaging, on décrypte notre liste d'ingrédients. Donc, tous ces noms barbares, cocoate, sodium, etc., on les décrypte, on explique au consommateur ce que c'est. On lui dit, ça, c'est un tensioactif, ça permet de laver. Ensuite, on a du parfum qui est d'origine naturelle. On explique toute la liste d'ingrédients décryptés pour donner au consommateur le plus d'informations possible sur le produit qu'il vient d'acheter. Donc ça, c'est la plus grosse marque en GMS. Ensuite, on a I Love Bio, qui est une marque qu'on a lancée tout récemment en 2019. Et ça, c'est pour le coup une marque qui prend le contre-pied du bio, qui peut être un peu parfois perçu comme un peu moralisateur, comme un peu culpabilisant. Là, c'est une marque qui est super fun, qui a des packagings très colorés, qui s'adresse à une population plus jeune, qui veut acheter du bio sans faire de compromis sur la partie justement sensorialité, fun. Et on a mis les ingrédients essentiels et c'est tout. Voilà. Et c'est un peu, en tout cas, quand on a lancé la marque, on se voulait en termes de référence, ce qu'on avait, c'était Michel et Augustin, Innocent, des choses un peu plus fun que Sobio, qui est plus sérieux et qui est plus statutaire. Tout en respectant toujours le cahier des charges bio. Et la dernière marque en GMS, c'est Florescence, qui est une marque historique du groupe Léa Nature, qui a été créée au tout début de l'aventure Léa Nature, qui était historiquement une marque de compléments alimentaires, puis d'huile pour le corps. Et on a lancé récemment des douches et des shampoings. Et là, on est vraiment sur un sourcing très local, avec des ingrédients plus botaniques qui viennent de nos régions françaises. Voilà pour la partie GMS. Pour la partie réseau spécialisé, on a Natessence. Donc Natessence, c'est une marque qui vraiment met l'ingrédient au cœur de ses formules. Son credo, c'est l'essentiel est dans la nature, donc j'ai pas besoin de formules sursophistiquées avec plein d'ingrédients techniques pour offrir un produit de qualité tout en étant accessible dans son usage et dans son prix à des consommateurs. Donc c'est une marque qui présente sur pas mal de catégories, les gels douche, les dentifrices, le capillaire, la coloration, les soins du visage. Donc c'est vraiment une marque qui a vocation à parler à un panel de consommateurs très large pour que chacun puisse trouver l'offre qui lui convient sur des produits qui restent simples, accessibles à tous. Et enfin, Eau Thermale Jonzac, c'est l'expert de la dermocosmétique bio. Donc c'est vraiment, ça se veut le pendant, pour simplifier, d'un La Roche-Posay.
mais d'un Aven, d'un Bioderma, mais en bio. Donc on est sur des formules qui sont hyper expertes, avec de l'eau thermale, pour s'adapter à tous les types de peau, même les plus sensibles, avec cette caution vraiment dermocosmétique, mais bio. Et Jonzac, c'est une ville de Charente-Maritime. Tout à fait. Et en fait, on source notre eau thermale à Jonzac. C'était un élément qui était important pour le fondateur Charles Kloboukov. Et Jonzac, c'est une vraie success story. Et on a d'ailleurs lancé en GMS une marque qui s'appelle La Source Eau Thermale Rochefort, où on prend de l'eau thermale d'une autre ville de Charente-Maritime. Donc vraiment, cet écosystème local est vraiment quelque chose qui nous anime dans le développement de nos marques. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rôle en tant que chef de groupe ? Tout à fait. Moi, je me vois comme un chef d'orchestre, vraiment. Mon rôle, c'est de coordonner, c'est d'orchestrer les différentes marques sur les catégories dont je suis responsable pour qu'elles soient le plus efficaces. Donc, ça veut dire qu'elles se vendent bien, mais qu'elles soient aussi cohérentes les unes par rapport aux autres dans leurs propositions d'innovation et de produits. Donc moi, je m'occupe vraiment du marketing développement. Donc c'est vraiment tout ce qui est nouveaux produits, concepts, donc très en amont. C'est un métier extrêmement stimulant puisque ça me permet d'être en contact avec un nombre de services très important dans l'entreprise. Donc le sourcing, si je dis que je veux lancer un gel douche avec de la vanille, je vais m'adresser au sourcing pour dire je veux une vanille bio qui vient de Madagascar, qui soit équitable, voilà. Je vais travailler avec les achats qui ensuite vont acheter cette vanille. Je vais travailler avec le développement pack pour trouver un packaging adapté pour faire mon gel douche. Je vais évidemment travailler avec l'IRD, donc la partie vraiment recherche et développement de comment je fais ma formule, qu'est-ce que je mets dedans, comment je m'assure qu'elle est la plus clean possible, quelle mousse, qu'elle est agréable à utilisation, qu'elle est sensorielle. Je vais travailler aussi avec le marketing opérationnel. Donc vraiment, c'est le maillon juste avant le lancement et en magasin. Et ensuite, le marketing opérationnel, lui, travaille plutôt avec la partie terrain, chef de secteur, la partie commerciale. Donc voilà, moi, mon rôle, c'est de mettre en musique ces différents services, d'être un peu le chef de la partition, essayant que tous ces gens travaillent de manière harmonieuse pour lancer le produit dans les meilleures conditions possibles. Et donc, c'est des missions qui sont challengeantes, qui sont stimulantes, sur des belles catégories, des beaux produits, et avec un pipe d'inno qui est assez conséquent, donc on s'ennuie jamais chez Léa Nature. Alors, je vais rebondir, puisque vous parlez de travail très en amont sur les innovations. L'année prochaine sont les 30 ans du groupe Léa Nature. Est-ce que justement, il y a une réflexion sur les innovations particulières pour l'année prochaine, sans les dévoiler ? C'est en cours. Il y a évidemment des choses qui sont prévues pour les 30 ans. Je ne peux pas vous dire quoi, mais oui, on réfléchit pour prendre la parole de manière un peu particulière en 2023. On a hâte de voir ce que c'est. Et du coup, vous managez 4 personnes. Donc nous, on aimerait savoir comment vous managez ces personnes et quels sont les types de missions que vous allez déléguer à ces personnes-là. Alors déjà, j'ai 2 personnes qui travaillent sur les marques en GMS et 2 personnes qui travaillent sur les marques en réseau spécialisé. Donc, c'est vraiment des binômes et c'est des miroirs. C'est-à-dire que j'ai une chef de produit en GMS, une chef de produit senior en réseau spécialisé qui ont globalement les mêmes missions d'animation du portefeuille, de comment je crée les innos, je travaille en contact avec tous les services dont je vous ai parlé pour faire en sorte que le produit soit créé. Il y a aussi toute une partie animation du portefeuille existant, donc comment je fais en sorte que mon portefeuille existant soit toujours désirable pour les consommateurs, que je sois sur des produits qui soient améliorés de manière continue dans le temps, pour pas mettre toute mon énergie sur les innovations en délaissant mon portefeuille actuel. Donc voilà, elles sont vraiment en charge de toute cette animation-là. Et elles travaillent chacune avec soit une alternante, soit une stagiaire. Et l'objectif, c'est que l'alternante et la stagiaire puissent avoir un aperçu en 6 mois ou en 1 an, ou la durée de leur stage alternance, de toutes les facettes d'un chef de produit, parce que c'est un métier qui est super riche. On n'a jamais 2 fois la même journée. On est en contact avec énormément de services internes et externes. Et de se dire à la fin du stage, moi mon objectif c'est qu'à la fin du stage, les gens soient clairs sur qu'est-ce que c'est qu'un assistant chef de produit, qu'est-ce que c'est ou qu'un chef de produit, pour se dire ça m'a plu, ça m'a pas plu, ça nécessite des
compétences et des savoir-être que je pense avoir ou au contraire que je n'ai pas. Mon rôle, c'est aussi en tant que chef de groupe de contribuer à éclairer les étudiants sur ce métier-là. Et moi, en tant que chef de groupe, j'ai un gros travail de lien, de coordination, de faire en sorte que tout le monde collabore en bonne intelligence, parce qu'on a des projets qui sont extrêmement nombreux, et donc parfois il y a de la priorisation à faire. Donc ça, c'est aussi mon rôle, de m'élever un peu au-dessus de la mêlée, de me dire, là, il y en a 3 en même temps, il faut qu'on priorise ça ou ça. De voir aussi les points de différenciation et les points qu'on peut mutualiser sur les projets. Exemple, en 2020, on a lancé des recharges dans des poches en plastique souple qu'on a appelé EcoPack. Et donc, c'était un projet qu'on trouvait hyper intéressant parce qu'on allait être les premiers sur le marché à lancer ces recharges en plastique recyclable. En fait, ça existe déjà, nos concurrents Sanex en ont, mais elles ne sont pas rechargeables parce qu'elles sont faites en plusieurs couches de plastique différents. Et l'innovation Léa, Nature, c'était de dire, je lance des recharges, mais j'ai que des couches du même plastique. Donc en fait, ce travail sur le packaging, je l'ai fait moi, mais il m'a servi à la fois pour SoBio et à la fois pour Natessence. Donc c'était aussi mon rôle de se dire, ce truc-là, il ne faut pas qu'on le lance uniquement sur SoBio, il faut que ça puisse bénéficier à aussi d'autres marques qui ont un intérêt pour l'éco-conception. C'est pas réservé à une seule marque du groupe. Donc j'essaye de trouver des points de similarité, mais aussi des points de différence. Je ne peux pas lancer un gel douche à la vanille sur SoBio et un gel douche à la vanille sur Natessence la même année. Il faut que j'arrive à trouver des parfums différents, des actifs différents pour contribuer toujours à bien distinguer nos marques. Voilà, et c'est hyper intéressant. Donc vous avez parlé de Natessence. Est-ce que vous nous pouvez un peu plus parler de son histoire et de son nom ? Alors son histoire, c'est une marque qui a été créée quasiment au tout début de l'aventure Léa Nature. Historiquement, c'était une marque qui était présente sur les huiles végétales, donc l'huile de ricin par exemple, l'huile de coco, l'huile d'amande douce, et qui petit à petit s'est élargie sur d'autres catégories, donc la puériculture, puis les produits capillaires, les douches, la coloration, le dentifrice, le déodorant, le soin pour le corps. Enfin vraiment, c'est une marque qui aujourd'hui est portée par énormément de catégories. Le credo de Natessence, c'est l'essentiel est dans la nature. Donc c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure sur j'ai besoin d'un ingrédient et je fais une formule autour en ayant des concentrations dans cet actif qui sont importants. Et je suis sur des produits simples. Donc par exemple, j'ai des crèmes pour le visage, mais j'ai pas de routine super compliquée avec des sérums, des pipettes. C'est pas du tout l'ADN de la marque, c'est de proposer des produits qui soient accessibles, avec la valeur d'écologie, d'éco-conception, de simplicité aussi dans l'approche, à un plus grand nombre de consommateurs possible. Ok, et quelles ont été les évolutions, notamment en termes d'innovation de cette marque en particulier ? Alors, on a commencé par lancer des produits plutôt naturels sur Natessence, donc pas certifiés bio. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, le marché naturel était un peu en train de s'essouffler en parapharmacie et pharmacie. En magasin bio, les produits naturels sont assez peu référencés. Il faut vraiment avoir le label bio pour être référencé en magasin bio. Donc, on a plutôt décidé d'axer la marque Natessence sur les produits certifiés bio. Et donc, en fait, nos innovations récentes sont vraiment axées sur cette innovation, cette certification bio. Sauf quand c'est pas possible ou qu'on n'a pas réussi. Exemple, la coloration, on est certifié Cosmos naturel et non pas Cosmos bio. Mais on a vraiment cette envie d'avoir une offre bio qui soit certifiée bio, qui soit la plus large possible pour Natessence. Je rebondis sur votre rôle de chef d'orchestre. Ça veut dire que lorsque vous dites, par exemple, pour Natessence, il faut qu'il soit certifié bio, donc dans la chaîne de création du produit jusqu'à sa distribution, il faut que vous intégriez le temps de la certification, etc., etc. Enfin, toutes les étapes, c'est votre rôle, en fait. Exactement. En fait, donc on a un service coordination qui est responsable de nous éditer des rétro-plannings, parce que c'est un peu la Bible, le rétro-planning. On suit scrupuleusement, on essaye de suivre scrupuleusement les étapes. Et effectivement, pour être certifié bio, on a un service réglementaire qui est en relation avec EcoCert, qui est l'organisme certificateur, et on leur envoie toutes nos formules, tous nos packaging pour qu'ils certifient qu'on respecte bien le cahier des charges bio. Et c'est un temps incompressible dans notre développement. Et généralement, ça dure combien de temps jusqu'au point de recevoir la certification ? Ça dure entre 3 semaines pour les packaging, un peu plus pour les formules. Mais voilà, c'est pris en compte dans notre rétro-planning. C'est pas ce qui nous prend le plus de temps. Ce qui nous prend le plus de temps, c'est vraiment de faire la formule en tant que telle.
d'être la formule, de faire une formule, d'en être satisfaite à côté recherche et développement. Ensuite, on les teste, nous, au marketing. On vérifie qu'elle est stable dans le temps, que le parfum ne tourne pas, ne change pas d'intensité, de notes. Donc, du coup, on est obligé de prendre en compte dans le développement des temps de stabilité de 2 mois. On a des tests de compatibilité. Est-ce que notre formule va bien dans le bon packaging ? Si ça marche pas, qu'est-ce qu'on change dans la formule ou qu'est-ce qu'on change dans le packaging ? Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que si c'était linéaire et que tout se passait bien, je n'ai jamais vu en 10 ans de carrière un projet se passer nickel où on n'a dû rien changer. Donc en fait, mais c'est ça aussi qui est stimulant, c'est de se dire, en fait, tel parfum n'est pas stable dans le temps. Donc, je me retourne, je cherche un autre parfum, je briefe la parfumeuse qui travaille dans l'équipe R&D sur un autre parfum, une autre note, plus d'intensité, moins d'intensité. Donc, c'est ça qui est assez stimulant et challengeant dans le job de marketeur. Vous avez parlé de GMS et de réseaux spécialisés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de la distribution et expliquer peut-être les choix des canaux de distribution que... Exactement. Alors, on a vraiment donc, cette partie grande et moyenne surface. Donc, c'est Auchan, Leclerc, Monoprix. Voilà, donc c'est tous nos clients, ce qu'on appelle GMS. Et on a fait le choix de dédier certaines de nos marques à ce réseau-là. Donc, en cosmétique, c'est Sobioéthique, I Love Bio et Florescence. Et pour les réseaux spécialisés, donc les magasins bio et la parapharmacie et la pharmacie, on a fait le choix de dédier d'autres marques, donc la marque Natessence et la marque Eau Thermale Jonzac. Et voilà, et chaque marque, il n'y a pas d'overlap possible, en fait, pour que ça soit clair pour nos clients et nos consommateurs, que quand on cherche Eau Thermale Jonzac, on va en pharmacie, parapharmacie ou dans son magasin bio. Biocop, La Vie Claire, Naturalia, etc. Et quand on cherche Sobioéthique, on va dans son Carrefour. Voilà, ça a été des choix qui ont été faits historiquement. L'idée, c'était de ne pas se cantonner à un seul réseau, en se disant que comme ça, on est présent partout et on cible un maximum de consommateurs. La bio pour tous. Exactement, la bio pour tous. Comment communiquez-vous à destination de vos consommateurs ? Alors, on communique déjà, en tant que marketeur, je vous dirais que le premier vecteur de consommation, de communication, c'est mon packaging. Donc, on accorde une importance toute particulière au packaging. C'est vraiment quelque chose qui nous anime. On essaye de faire des packs qui soient le plus clair possible, qui donnent un maximum d'informations au consommateur pour l'aider à choisir dans cette concurrence qui est de plus en plus intense. Pour lui donner des raisons de choisir Sobioéthique, I Love Bio plutôt qu'une autre marque de GMS, ou Eau Thermale Jonzac ou Natessence plutôt qu'une autre marque de réseau spécialisé. Donc ça, c'est vraiment mon premier vecteur de communication. Après, on fait aussi, de manière plus classique, des pubs télé, où on a sur nos 2 marques principales, Sobioéthique et Eau Thermale Jonzac, des porte-paroles. Donc, qui sont des femmes. Donc, c'est Lucie Lucas, qui est comédienne pour Sobioéthique, et Audrey Fleurot, qui est aussi comédienne pour Eau Thermale Jonzac. Et ce sont des femmes qui ont des valeurs qui sont en accord avec celles du groupe Léa Nature. En fait, voilà, ça aurait été pas cohérent d'avoir Claudia Schiffer ou Eva Longoria en porte-parole de nos marques. C'est des égéries L'Oréal, hein, je respecte tout à fait ce choix-là. Mais voilà, on a fait le choix d'avoir des femmes qui matchent avec nos valeurs et qui matchent avec nos produits, pour être cohérent et que le conso se dise pas « mais je comprends pas, ils parlent de bio, mais c'est pas du tout logique ou cohérent dans leur stratégie de communication ». Vraiment, c'est l'idée d'être cohérent de A à Z. On a aussi des pubs en presse. Et on a aussi tout un écosystème digital qui est géré par une équipe dédiée en interne, une équipe digitale qui s'occupe de toutes nos marques, à la fois alimentaires et cosmétiques, et qui est vraiment en charge de développer la visibilité de nos marques et leur attractivité sur Internet, que ce soit via notre boutique en ligne, les pure players ou les campagnes digitales pour se faire plus connaître. Je vais rebondir, mais en tant que chef de groupe, est-ce que vous validez les publicités créées justement par les différents services de l'entreprise ? Alors ça dépend. Les pubs télé, oui. Évidemment, les pubs presse aussi, on est forcément mise dans la boucle. Après, c'est vraiment l'équipe communication qui a le lead sur cette partie-là, et nous, on est consultés. Mais c'est vraiment leur expertise. On fait beaucoup de choses main dans la main, mais le développement vraiment de la publicité est dans l'équipe communication.
Quelle attention portez-vous aux avis de vos consommateurs ou aux avis d'experts ? Une très grande attention. Une très grande attention et Charles Kloboukov, donc notre fondateur PDG, a une anecdote qu'il aime bien nous raconter, c'est que quand il a lancé des compléments alimentaires, il a lancé des gélules d'huile de bourrache et d'onagre et en fait, la hotline téléphonique à l'époque lui avait remonté que les consommatrices en fait ouvraient les gélules et s'appliquaient l'huile directement sur la peau. Et donc, en fait, c'est comme ça que les huiles Natessence sont nées. Et on est passé de compléments alimentaires à des huiles dans un flacon en verre 500 ml parce que c'était un besoin conso qui était remonté via le service consommateur. Donc, en fait, on est vraiment à l'écoute de nos consommateurs. On essaye le plus possible aussi, nous, notre département IRD, de retirer de manière proactive les ingrédients considéré suspect, où on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Là, on a retiré dans nos gels douche, il n'y a pas longtemps, un ingrédient qui était un potentiel irritant. Donc, on s'est dit, on ne prend aucun risque. Le risque n'est pas avéré, mais quand même, on ne l'en prend pas et on le retire petit à petit de nos formules. Donc, on reformule de manière assez régulière nos produits pour être toujours plus safe et rassurant dans notre composition. Et depuis quand êtes-vous responsable de la marque ? Et qu'avez-vous changé ou fait évoluer depuis que vous en êtes responsable ? Donc, je m'occupe de la marque Natessence depuis 3 ans. Quand je suis arrivée, il y avait énormément de nouvelles catégories qui étaient en train d'être lancées. Et ce que j'ai vraiment voulu impulser, c'est cette partie éco-conception. C'est de me dire, en fait, tout ce qu'on fait, c'est super sur Natessence, mais comment est-ce qu'on peut aller encore un cran plus loin ? Et dans les nouveaux produits solides qu'on a lancés, on est sans suremballage. Sur la partie déodorant solide. Sur les shampoings solides en capillaire, on a un étui en carton. On n'a pas de film plastique. Voilà, on essaye de vraiment donner une impulsion éco-conception à la marque. Et on a un produit on a lancé ce qu'on appelle un éco-corner, qui est en fait une PLV en bois, quelque chose d'assez qualitatif, dans laquelle on met toute notre offre éco-conçu Natessence. Et on a travaillé aussi sur un projet de vrac, de gel douche en vrac. Donc en fait, on fait livrer au point de vente des cubis de 10 litres. C'est comme des cubis de rosée, mais c'est du gel douche à l'intérieur et c'est 10 litres. Et on vend des flacons vides à côté et le consommateur vient se servir de la quantité dont il a besoin. Et l'idée, c'est qu'il revienne après avec son flacon, qui est utilisable jusqu'à 10 fois. Donc en fait, au lieu d'acheter 10 flacons, vous en achetez un que vous réutilisez. Donc l'économie de plastique est quand même assez intéressante. Il y a aussi une petite incitation économique, puisque le prix du litre est moins cher quand vous l'achetez en vrac que quand vous l'achetez tout fait au rayon. Et donc voilà, le vrac, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai impulsé sur cette partie Natessence et dont je suis très fière. On va parler un peu plus de vous. Pourriez-vous nous parler de votre parcours et pour en arriver là et en particulier votre déclic pour le marketing ? Alors mon parcours, il est assez classique, prépa HEC. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'EDEC, dans le nord de la France. J'ai fait le choix de partir à l'étranger pour ma dernière année d'études en Suède, à Malmö. Voilà, expérience que je conseille à tout le monde de faire un échange. Bon, je sais que le Covid a un peu mis un cran d'arrêt à tout ça, mais c'est top de faire un échange, de sortir de sa zone de confort. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Et j'ai fait une année de césure chez Henkel, donc un grand groupe cosmétique. J'ai commencé par faire 6 mois au siège à Boulogne-Billancourt en tant qu'assistante catégorie manager marché, donc un métier hybride entre le marketing et le commercial. Ça me plaisait bien de commencer par quelque chose d'assez hybride pour me dire est-ce que ça me plaît, est-ce que du coup le métier de marketeur ou de commercial va me plaire. Je trouvais que c'était pas mal de commencer par ça. Ça s'est super bien passé et du coup ils m'ont proposé de continuer 6 mois. Et donc là, je me suis dit, super, j'aimerais bien du coup tester le marketing développement. Et donc, j'ai été à Düsseldorf, la maison mère, et je me suis occupée pendant 6 mois du développement sur la marque Sayos, qui est une marque de produits capillaires. Donc ça s'est super bien passé, j'ai vraiment beaucoup appris de mes expériences chez Henkel. Et du coup, quand ils m'ont rappelé pour me dire, on te propose un CDI, sans passer par la case stage de fin d'études, c'était super. Donc j'ai fait un peu moins de 2 ans en CDI chez Henkel à Boulogne-Billancourt sur la partie marketing opérationnel. Je me suis occupée du soin du visage, donc de la marque Diadermine, puis de la coloration. Donc 2 catégories assez différentes qui permettent du coup d'élargir son portefeuille de connaissances et de compétences, donc super intéressant.
J'ai ensuite été chassée pour rejoindre le groupe Lindt, donc les chocolats, pendant 4 ans. J'ai occupé des fonctions marketing-développement sur quasiment toutes les catégories de chocolat, donc Pâques, Noël, la confiserie, les tablettes, donc sur des marques très différentes et très intéressantes. Ensuite, je me suis aperçue que j'étais pas forcément en phase sur la fin de mon expérience chez Lindt avec les valeurs, que ça me ressemblait plus, que je cherchais à remettre un peu de sens dans ce que je faisais, d'engagement. Donc j'ai cherché une structure un peu plus petite et gérée pas par des actionnaires, mais par une famille. Donc j'ai fini par trouver dans le groupe Barilla, donc qui peut paraître énorme, hein, c'est une grosse multinationale, mais c'est géré par la 4e ou 5e génération des frères Barilla. Donc c'est vraiment eux encore qui sont aux manettes. Et en fait, c'est 3 frères qui ont une sensibilité produit hyper forte et qui ont en fait, leur nom est écrit sur des milliards de packaging dans le monde. Donc, ils font pas n'importe quoi avec le produit. Et c'est vraiment cet attachement au produit qui m'a plu. Et ils ont une politique RSE qu'ils encapsulent dans la formule « Good for you, good for the planet », où en fait, ils sont des énormes acheteurs de blé, puisqu'ils ont à la fois, donc, évidemment, le blé dur pour les pâtes, Barilla, mais aussi le blé tendre pour le pain de mie Harris en France, qui appartient au groupe Barilla depuis les années 80. Et en fait, ça m'a beaucoup plu parce que ça montre qu'on peut être un gros groupe et en même temps garder un engagement produit fort et qui est une ligne directrice dans ce qu'ils font. Donc ça m'avait bien plu et j'ai fait donc un peu moins d'1 an en catégorie manager marché. Donc je suis revenue à mon tout premier stage en termes de métier, voilà, pour voir autre chose que le marketing, enrichir mon expérience, ne pas rester trop focus market produit, market développement, voilà, faire d'autres choses. Et puis un cabinet de chasseurs de tête m'a appelé pour rejoindre le groupe Léa Nature. Donc ça faisait quelques mois, années qu'on se disait avec mon mari qu'on aimerait bien quitter Paris, changer un peu de rythme. Et toujours en mettant du sens dans ce qu'on faisait. Donc Léa Nature, c'était une évidence pour moi. Et je suis venue passer les entretiens et j'ai vraiment senti cet engagement, le fait que voilà, la RSE, c'était pas juste des paroles en l'air, c'était vraiment quelque chose qui animait les équipes, toutes les équipes, dans le développement produit. Et ça a achevé de me convaincre et ça fait 3 ans que je suis là et je regrette absolument pas mon choix. D'accord. Et donc le déclic pour le marketing, pour répondre à votre deuxième partie de question, j'en ai pas vraiment eu en fait. Parce que j'ai des parents qui ont fait de la pub pendant 20 ans. Donc j'ai toujours été proche du produit. Et en fait, le marketing, pour moi, c'est un peu l'amour du produit bien pensé et bien vendu. Et je pense que le marketing à outrance des années 80, où on nous poussait en tout cas la génération de nos parents, à tout acheter toujours plus, une forme de consommation sans fin, etc. Je pense qu'on est, en tout cas, ma génération et votre génération est en train de s'en éloigner et cherche à remettre du sens dans tout ça. Et je trouve ça super que ça vous arrive dès le début de votre carrière et pas 10 ou 20 ans après. En tout cas, je souhaite que les marketeurs de demain aient ça en fil de directeur, de se dire le marketing, certes, c'est de l'influence. Faut pas avoir peur de ce mot-là, c'est pas du tout un gros mot. C'est influencer les comportements des consommateurs vers les bons produits pour donner du sens à leur consommation. Et ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Pour moi, c'est ça le métier de marketeur demain, c'est de ne pas en faire trop, de ne pas être dans un surmarketing, de ne pas en faire trop en fait, mais vraiment de donner du sens et se dire que c'est notre rôle d'aider les consommateurs à mieux choisir demain. D'accord. Pourriez-vous nous parler de votre vision du marketing et de l'éthique ? C'est un peu ça. C'est se dire que le rôle du marketing, c'est pas de faire acheter à tout prix, c'est de faire acheter les bons produits. Et c'est de faire acheter des produits qui ont été pensés de manière raisonnée, responsable, sans aller chercher des ingrédients à l'autre bout du monde, alors qu'on a des filières en France qui le font très bien. C'est des produits qui ont été mis dans les bons emballages, donc sans suremballage, sans plastique, ou alors avec du plastique végétal, avec du carton, avec des alternatives pour essayer d'avoir des packagings qui soient les plus vertueux possibles. Avec des circuits de distribution qui soient courts, des unités de production qui soient en France. Moi, ça m'intéresse quand j'achète un produit en tant que consommateur de savoir qu'il n'a pas traversé la moitié de la planète pour arriver soit dans mon assiette, soit dans ma salle de bain. Et et je pense que les consommateurs, demain, ont en fait leur portefeuille, c'est vraiment leur manière de choisir. C'est comme un bulletin de vote, en fait. Et
Et mon rôle, c'est de faire que les consommateurs choisissent Léa Nature plutôt que d'autres marques. Et je pense que le choix de l'entreprise, enfin le choix du comportement de l'entreprise rentre aussi en compte. Et en tout cas, demain, rentrera de plus en plus en compte dans le choix final du consommateur. Il n'y a pas que le produit, il y a aussi l'entreprise qui est derrière, les choix qu'elle a fait, sa politique RSE. Aujourd'hui, il y a pléthore de produits bio sur le marché, mais voilà, tous ne se valent pas. Selon moi, il n'y a pas derrière les mêmes entreprises, les mêmes engagements, les mêmes valeurs, et c'est à moi, marketeuse, de faire en sorte que mon produit émerge parmi toute cette masse de produits bio. D'accord. Bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce qui vous a motivé à postuler dans le groupe Léa Nature ? C'est cette quête de sens, c'est de me dire que j'allais faire partie d'un écosystème vertueux où mon rôle, c'est de me dire qu'est-ce que je peux faire pour aider le consommateur à mieux choisir. Et c'est du coup quelque chose que je fais au quotidien chez Léa, et c'est ça qui m'a animée. Et quand le cabinet m'a appelée, j'étais hyper enthousiaste, et je pense que vraiment c'est enthousiasmant de travailler pour Léa Nature pour ces raisons-là. D'accord. Quelles sont les expériences et rencontres marquantes qui vous ont permis de saisir des opportunités professionnelles ? C'est pas évident comme question. Je dirais que la première, c'était ma maître de stage en premier stage chez Henkel, donc Solène Jean, qui a vu que je me plaisais beaucoup chez Henkel et qui m'a proposé de rester sur la deuxième partie de césure. Et en fait, ça m'a permis d'aller à Düsseldorf, ensuite d'être embauchée en CDI chez Henkel. Donc pour ça, je la remercie. Ça a vraiment façonné la première partie de ma vie professionnelle. Et après, en fait, c'est les opportunités qui se sont présentées, c'est les cabinets de recrutement qui m'ont appelée. Donc en fait, je n'ai pas vraiment de rencontres marquantes, j'ai juste suivi mon instinct quand quand je me disais il fallait que je change, j'ai changé et je regrette pas. Donc ouais, je sais pas si j'ai vraiment des rencontres marquantes, mais en tout cas, on va dire que j'ai suivi mon intuition. Pour l'instant, ça m'a plutôt réussi, donc je suis contente. Si vous deviez faire une rétrospective de votre vie, quelles expériences ou échecs vous ont permis d'avancer justement Qu'est-ce que vous aimeriez refaire si c'était à refaire Alors à 33 ans, j'espère que je n'ai pas encore faire une rétrospective de ma vie. Je me souhaite que le plus loin soit toujours... Enfin, qu'il m'en reste plus devant que derrière. Donc voilà, c'est pas évident de faire une rétrospective aussi jeune. Mais toutes les expériences m'ont appris, évidemment, que c'est plus agréable d'être dans des périodes un peu up de sa carrière, quand tout va bien, quand tout est hyper agréable, quand les projets s'enchaînent, sont validés, c'est super, ça donne du boost, de la confiance en soi, donc c'est important pour construire sa carrière. Mais il faut aussi savoir accepter les moments où c'est un peu plus creux, où les recos ne sont pas forcément acceptés, où on a travaillé pendant des mois sur un projet et puis finalement c'est pas validé. Ça fait partie du jeu, en fait. Ça fait partie du jeu. Ce qui est important, c'est de ne pas ressasser ses échecs et de se dire ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. En fait, c'est pas vrai. Ça peut marcher dans 6 mois si le marché a changé, parce que le marché change tellement vite, en GMS en tout cas, qu'il y a des concepts qui pouvaient paraître trop rupturistes ou trop en avance il y a encore 2 ans, et peut-être que maintenant, c'est le bon moment de les lancer. Et puis, si ce n'est pas maintenant, ce serait peut-être l'année prochaine. Donc en fait, je me dis que de chaque expérience un peu compliquée, de chaque échec, j'en tire des learnings pour pouvoir avancer et me développer. Donc en fait, je pense que je referai tout pareil. Tout pareil. D'accord, merci. Quelle est la place actuelle et à venir que vous donnez aux jeunes étudiants à Léa Nature et plus particulièrement en marketing ? Une grande place. Une grande place, on a beaucoup de postes d'alternance et de stagiaires qui sont ouverts tout au long de l'année. Donc il faut déjà pas hésiter à postuler parce que les missions sont hyper riches. On a des catégories qui sont très différentes, donc entre travailler sur du soin du visage, des gels douche ou BioVie, notre marque de soins de la maison, il y a des typologies de produits qui permettent d'apprendre et de se faire une idée de ce qu'est le monde de l'entreprise sur différentes catégories que je trouve assez intéressantes. Donc on essaye vraiment de former nos stagiaires et nos alternants, de leur montrer toutes les facettes de nos métiers sur un temps assez court, en 6 mois et en 1 an, et d'essayer de les aiguiller sur est-ce que ça leur plaît, est-ce qu'ils sentent qu'ils sont bons dedans, et pour après se dire
je veux en faire mon métier ou pas. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaite travailler en tant que marketeur pour la décennie à venir ? Alors, pas mal de conseils. Le premier, c'est que il faut faire des stages. Il faut faire des stages, que ce soit en France ou à l'étranger. Il faut sortir de sa zone de confort. En fait, un stage, c'est rarement plus d'1 an. Donc, même si ça te plaît pas, c'est pas grave. En fait, t'as coché la case, ça sera une ligne sur ton CV et puis tu passeras à autre chose. Et au contraire, si ça t'a beaucoup plu, tu sais que tu peux après en faire d'autres, découvrir d'autres choses, d'autres boîtes. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai fait de la cosmétique et des produits alimentaires dans ma carrière et je regrette pas du tout d'être passée de l'un à l'autre. Ça me donne un côté couteau suisse où si demain on me dit en fait t'es plus chef de groupe sur la cosmétique mais t'es chef de groupe sur les desserts, les biscuits, les pâtes, j'aurais aucun problème à m'adapter et je trouve que c'est intéressant. Donc être adaptable, savoir aussi s'adapter au comportement des autres, travailler en équipe, avoir une bonne capacité d'écoute. Toute cette partie savoir-être, c'est important de l'avoir, de la développer, parce que le savoir-faire, vous allez apprendre. En fait, vous êtes là pour apprendre en stage et vous allez forcément apprendre. Si en plus vous tombez sur un manager où ça fit bien, c'est top parce qu'il sera encore plus dans une logique de partage, d'apprentissage, parfois même de mentoring. Donc ça, c'est hyper intéressant quand on est jeune. Quelles sont les sources d'inspiration que vous pouvez nous recommander en termes de culture générale et donc aussi marketing ? Alors, la première inspiration en tant que marketing, c'est le magasin. C'est-à-dire que moi, aux grandes dames de mon mari, j'adore aller faire les courses. Donc, évidemment, le shopping des vêtements, mais pas que ça. Mais nous, on a un grand Leclerc à côté de chez nous et c'est rituel. Tous les samedis matins, je vais faire mes courses au Leclerc. Et en fait, je vois les gens qui vont vite, qui mettent les trucs dans leur caddie. Et en fait, moi, j'adore regarder les rayons, les analyser, me dire pourquoi ils ont fait tel choix, pourquoi ils ont lancé là, pourquoi c'est rangé à tel endroit dans le rayon. Et en fait, ça, c'est une super source d'inspiration, je trouve, déjà, qui est accessible à tout le monde. Je vais pas mal sur les sites internet, Stratégie, CB News, LSA, pour me tenir un peu au courant de ce qui se passe sur la partie business. Mon mari écoute beaucoup de podcasts. Il m'a conseillé Génération Do It Yourself, que j'écoute de temps en temps. Et après, j'ai lu 3 livres qui m'ont pas mal aidée. Un livre business qui s'appelle « J'ai vendu mon âme à McDo » de Jean-Pierre Petit, qui est le P d'une agence de com de pub qui s'appelle BDDP. Et en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé dans la pub chez BDDP pendant longtemps et ensuite qui est passé chez McDo. Et donc McDo, il y a une sorte de fantasme un peu sur cette boîte. Et son livre est hyper intéressant parce qu'il décortique tout ça. Et McDo, c'est vraiment un cas d'école market. Donc c'est assez intéressant à lire comme livre. Et puis quand j'ai commencé à manager, j'ai lu 2 livres de développement personnel qui m'ont beaucoup apporté. Les 4 accords Toltec, un grand classique. Et un livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs », qui est une intro à la communication non violente, qui est une manière d'aborder les choses dans son verbal de manière la plus posée possible et qui peut bien aider en cas de conflit ou de situation un peu complexe. Donc voilà, 3 livres que je recommande à tous les étudiants. Et pour finir, est-ce que vous avez un message particulier à faire passer aux jeunes qui nous écoutent actuellement ? Sortir de sa zone de confort. En fait, vraiment, je pense que c'est un super truc de se forcer à postuler à plein d'entreprises, de pas se dire moi je veux d'être adaptable, c'est-à-dire de pas se dire moi je veux faire que un stage d'ACP marketing dans telle boîte et ce sera ça ou ce sera rien. En fait, déjà parfois manque de peau, le stage est déjà pris et il faut pas que ça soit une trop grosse déception à gérer. Donc ce serait vraiment d'être flexible, d'avoir les chakras ouverts, surtout dans un contexte qui est pas évident en ce moment, je pense, entre le Covid et puis tout ce qu'on connaît de crise et de guerre qui quand même assombrissent pas mal les perspectives. Donc c'est de rester flexible, de se dire que si c'est pas ce stage, ce sera un autre. Si c'est pas cette boîte, ce sera une autre. Et en fait, votre carrière sera hyper longue. Donc vous aurez forcément l'occasion d'y revenir plus tard si vraiment c'était quelque chose qui est ultra important pour vous ou la carrière, la vie est longue, donc en fait, prendre les choses comme elles viennent, se montrer adaptable et être open aux opportunités, c'est hyper important pour moi, je trouve. Bien, merci beaucoup pour cette interview. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode.
Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les curieux du marketing.